de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour cette nouvelle émission de Delta Sport aujourd'hui, cette semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ancelin. Salut Ancelin. Salut. Tu vas bien? Très bien. Nickel, t'as passé de bonnes vacances? Parfait. Parfait. Nickel alors. Je suis aussi avec Clément. Salut Clément. Salut. Tu vas bien aussi? Ça bonnes va. vacances? Nickel. Parfait, bon bah super, nickel. Pour attaquer cette semaine de bon pied. Mamadou sera pas là aujourd'hui puisqu'il est au Danemark. Et oui, il profite. Donc on le retrouvera la semaine prochaine. Aujourd'hui le programme c'est quoi? C'est Ancelin, il va nous parler du Paris-Roubaix. Il va revenir également sur le Tour du Pays Basque, l'Amstel Gold Race, le Grand Prix de Chambéry et les Tours des Flandres. Il y en a des trucs à dire, dis donc. Et Clément, tu reviens sur la Flèche Wallonne, Tour des Alpes, classique Grand Besançon double. Je crois que c'est ça comment ça se prononce. Et le Tour du Jura. Il y a des trucs à dire au cyclisme, ça fait plaisir. Et enfin, moi, je finirai par, comme d'habitude, le foot et la Ligue 1. Je vais revenir sur la dernière journée qui s'est déroulée le week-end dernier. Puis, je vais faire un petit point Coupe de France, parce qu'il y a eu les demi-finales cette semaine. Et la finale, ce sera pour bientôt. Mais tout de suite, le cyclisme avec Ancelin. Paris-Roubaix 2026, l'enfer du Nord. Quelle édition! Donc commençons par les hommes. Donc c'est le Belge Wout van Aert qui s'impose enfin sur la plus mythique des classiques. Après des années de malchance, il a battu au sprint le Slovène Tadej Pogačar, deuxième dans un final haletant sur le vélodrome de Roubaix. Jasper Stuyven complète le podium, tandis que Mathieu Van Der Poel, triple tenant du titre, a vécu un cauchemar dans la Trouée d'Arambert, 2 crevaisons en quelques minutes, un problème de pédale sur le vélo de son coéquipier Jasper Philipsen et une course qui bascule en un instant. Malgré tout, Van Der Poel a tout donné pour revenir à seulement 15 secondes de Van Aert et Pogačar, alors qu'il était à 2 minutes 20 à leur sortie de la Trouée d'Arambert, terminant 4ème, un exploit après tant de malchance. Seulement 15 secondes, Ouais. il est fort. C'est vrai que- Mais ouais, justement, je l'avais vu cette course, moi. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, dis-moi ce que vous en pensez. Mais c'est quand Pogačar, au début, il a crevé, il me semble. Oui, il a crevé. Ouais, voilà. Et moi, c'est le fait, entre guillemets, quand même, le peloton l'a quand même un peu attendu, on va dire, quand même. Et moi, ça m'a choqué. Ouais. Pourquoi attendre, justement, il y a le plus grand favori qui crève, autant en profiter, tu vois, t'accélères Ouais, la c'est course, vrai, tu dynamites la ouais. course, tu te dis, il n'y a pas Pogačar, là, c'est notre chance et tout. Et tout le monde l'attendait. Mais vas-y, il fallait accélérer. Enfin, moi, ce qui m'a choqué un peu. Ouais. Et voilà. Et donc du côté fan, donc c'est l'allemande Franziska Koch qui a créé la surprise en s'imposant devant la néerlandaise Marianne Vos, deuxième, et la française Pauline Ferrand-Prévot, troisième. Une course d'équipe poignante pour la Visma Lease Bike où Pauline Ferrand-Prévot a tout sacrifié pour Vos, touchée par le récent décès de son père. Je voulais faire la course pour elle, a expliqué Pauline Ferrand-Prévot, qui a animé la fin de course avec des attaques dans les secteurs pavés, mais n'a pu empêcher Koch de s'imposer au sprint. Une victoire historique pour l'Allemande qui s'offre la reine des classiques. Mais c'est vrai que j'avais vu ça, c'est triste quand même. Si elle aurait pu emporter la course pour son papa, ça aurait été beau. Donc le Tour du Pays Basque, donc ça se déroulait du 6 au 11 avril en Espagne. Donc la première étape, c'est Paul Sexas, le jeune français de l'équipe Decathlon CMA CGM, qui a écrasé la concurrence pour la première étape. Deuxième étape, encore lui. Troisième étape, une nouvelle fois Paul Sexas. Étape 4, et non, c'est pas Paul Sexas, mais c'est Axel Aramburu, le local qui s'impose au sprint. Étape 5, il commence à nous manquer Paul Sexas, c'est une 4e victoire. Et enfin, à l'étape 6, c'est Andrew Auguste qui remporte la dernière étape. Ouais, ça, je l'ai vu. Tu sais que j'ai vu pas mal de vélos. J'ai pensé à vous justement pour les vacances. J'ai fait putain, il faudrait que je le dise à Ancelin et Clément. Mais c'est ça que j'ai vu et il est tellement fort. C'est impressionnant. C'est vraiment qu'il est impressionnant. Il écrase tout le monde. Pourtant, il y avait quand même des beaux. Il y avait quand même Roglic, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Roglic. Il y avait quand même pas mal de monde et il a quand même. Ça posait 4 étapes, c'est ça? Ouais, c'est 4, c'est ça. C'est simplement énorme. À 19 ans. Ouais, à il est 19 ans en jeune, plus. ouais. Ouais, c'est en plus. Il y a tout l'avenir devant lui. Là. Donc il remporte le classement général. Exact. Sans trop suspense. Donc il y avait aussi l'Amstel Gold Race, donc le 19 avril. Donc chez les hommes, après une course haletante de 257 km, c'est le Belge Remco Evenepoel qui s'impose en solitaire devant le Danois Mathias Skelmose, tenant du titre. Une victoire en force pour Evenepoel qui prend sa revanche après sa 3e place l'an dernier. Le Français Benoît Cosnefroy complète le podium. Donc il y avait des absences notables pour cette édition 2026, qui a dû être composée sans plusieurs stars comme Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock. Donc ce qui a rendu la course encore plus ouverte. Et chez les femmes, c'est l'Espagnole Paula Blasi qui s'impose en solitaire après une échappée de 20 km. Une performance d'exception sur un parcours exigeant de 157 km. Donc c'était un parcours légendaire, donc avec 33 côtes et un final explosif sur le mythique Copperg, l'Amstel Gold Race.
Et toujours un spectacle à couper le souffle, les coureurs ont enchaîné les montées à plus de 10% de moyenne. Oh la vache, 33 côtes. Ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Je pense qu'à la fin de la journée, il devait bien avoir des douleurs aux jambes. Donc il y avait le Grand Prix de Chambéry aussi, donc le dimanche 19 avril. Donc pour la première manche de la Coupe de France féminine, c'est la jeune Française Célia Géry qui a marqué l'histoire en remportant la victoire devant l'Italienne Erika Bagnali, la tenante du titre, et la Belge Laurée Deschepper. Une performance d'autant plus impressionnante que Géry avait déjà brillé quelques jours plus tôt en gagnant la Flèche Brabantson, qui était sa première victoire professionnelle. Et enfin le dimanche 5 avril, donc le Tour des Flandres, donc le Slovène Tadej Pogačar a remporté la course pour la 3e fois, égalant ainsi le record des victoires détenues par les légendes comme Mathieu Van Der Poel et Tom Bogen. Donc Pogačar a dominé un duel épique contre Van Der Poel, reléguant le Néerlandais à 34 secondes, tandis que le Belge Remco Evenepoel complète le podium. Voilà. C'est là où on voit, c'est comme tu as dit, sur les classiques Paris-Roubaix. Là, la Tour des Flandres, du coup, les gros favoris qui commencent à arriver. Ça. Et ça sent bon l'été là, avec le Tour de France et tout. C'est bon, Ouais, c'est bon super. Vas-y, super Ancelin, vas-y Clément. Donc moi je vais revenir sur le Tour du Jura. Il a eu lieu le 18 avril. Donc c'est Mathieu Ricciutello qui a remporté le Tour du Jura en solitaire. Donc il devance Léo Bizio et Jordan Gégat. Donc cette victoire est la 2e en 3 jours pour Ricciutello. Et il a marqué la domination de son équipe sur les courses françaises en avril. Donc ensuite, le 19 avril, il y a eu le classique Grande Besançon Doubs. Donc l'Américain Mathieu Ricciutello a de nouveau brillé en remportant en solitaire ce classique. Donc il devance Jordan Gégat et Léo Bizio à nouveau. Donc il est vainqueur du Tour du Jura quelques jours plus tôt. Il a confirmé sa forme du moment et sa capacité à gérer les finales piégeux. Donc pour le Tour des Alpes, il s'est déroulé du 20 au 24 avril. Donc c'est le Britannique Tom Pidcock qui a remporté ce tour. Donc une préparation idéale pour Liège-Bastogne-Liège et qui d'ailleurs c'est dimanche. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est dimanche là. Ouais. Ça va être une sacrée course. Hein. Ça, Oui. Pidcock, ça on n'avait pas trop parlé en début de saison, mais là voilà, il est là. Enfin. Donc il a su dominer les étapes montagneuses, devançant Lorenzo Finn et Timon Arensman. Donc malgré une chute et une fracture du poignet pour Finn Pidcock, il a montré une forme impressionnante, confirmant ses ambitions pour les classiques ardennaises. Et enfin, je vais revenir sur la Flèche wallonne. Donc c'était le 22 avril. Donc chez les femmes, c'est le Français Paul Sexas qui a créé la surprise en remportant la Flèche wallonne. Donc dès sa première participation, succédant à Tadej Pogačar et devenant le premier Français vainqueur depuis Julien Lafilippe en 2021. Ouais, c'est pas là où il s'est échappé à 50 km de l'arrivée, quelque chose comme ça. Non, c'est pas cette course-là. Non. C'est une autre alors. Oh, je me trompe alors. Donc malgré une chute autour du Pays Basque, quelques jours plus tôt, Sexas a dominé le mur de Huy, devançant Mauro Schmid et Ben Tulet. Donc une performance historique pour le jeune prodige qui confirme son statut de nouveau leader du cyclisme français. Et pour le côté femme, c'est Demi Vollering qui a une nouvelle fois prouvé sa domination sur les classiques ardennaises en remportant la Flèche wallonne féminine. Donc elle devance Puk Pieters et salue la supériorité de sa rivale néerlandaise. Donc Vollering, déjà victorieuse en 2023 et 2024, confirme son statut de reine des courses vallonnées. C'est vrai que chez les filles, vraiment, les néerlandaises, c'est vrai que il y en a partout. Moi, c'est vraiment fou. Il y a Vollering, Vos, Marianne Vos, c'est une néerlandaise. je crois. Non, ça, c'est néerlandais. Franchement, non, les néerlandaises chez les filles au cyclisme, c'est vraiment super. C'est tout pour vous. C'est bon. Et bah super, merci beaucoup. Tout de suite, on passe à la Ligue 1. Et oui, la fin de l'année approche déjà à grands pas. C'est la 30e journée de Ligue 1 et c'était, il en a 34 durant la saison. C'était la 30e ce week-end, donc il en reste plus beaucoup.
Donc voilà, on s'approche à la toute fin du championnat, les décisions finales, etc. Donc je vais venir sur ce week-end-là, du coup, qui vient de se terminer. Donc pour commencer, on avait Lens-Toulouse, victoire 3-2 de Lens, donc qui peut toujours espérer de remporter la Ligue 1 face au PSG. On verra le classement après, vous verrez. Mais en tout cas, bonne performance de la part des Lensois qui perdaient 2-0 au bout de 13 minutes. Heureusement, ils ont réussi à inverser la tendance. Toulouse avait pris un rouge, donc ça a aidé. Donc Lens qui signe un bon coup et qui se bat toujours avec le PSG pour la course en Ligue 1. À noter que bientôt, il y aura un PSG-Lens, ça sera crucial. Ensuite, on avait Lorient-Marseille. Marseille, en ce moment, ça va pas du tout simplement, c'est horrible. Je sais pas si vous avez vu, on a changé de logo aussi, Marseille. Ouais, c'est le logo, en tant que supporter marseillais, je le trouve horrible. Même Volkswagen nous a chambré sur la vidéo annonce du logo. Et même Volkswagen nous a chambré. C'est simplement horrible, le logo est monstrueux. En plus, moi, ce qui me choque, c'est qu'ils ont enlevé l'étoile et le droit au but. Donc, c'est encore pire. Donc, pour moi, le logo est à l'image de la saison, c'est-à-dire horrible. Défaite encore 2-0 là contre Lorient. Je vous le dis, j'en ai un peu marre. Moi, en vrai, ça me fait plus rien. Je savais qu'on allait perdre et tout. Cette saison, je trouve horrible. Et c'est même la crise en ce moment parce que du coup là le directeur sportif a dit aux joueurs qu'ils allaient passer 3 nuits à la commanderie, que ça va enchaîner entraînement sur entraînement sur entraînement. Donc là beaucoup de travail, donc là c'est très tendu à Marseille en espérant qu'ils aient au moins cherché la Ligue des Champions à la fin de saison, mais ça va être compliqué vu le contexte actuel à Marseille. Surtout que Lorient a gagné alors que Lorient entre guillemets, vous verrez le classement à la fin, mais est au milieu de classement, du coup ils ont plus rien à jouer, ils peuvent pas aller en haut et chercher les places européennes, c'est trop haut pour eux et ils sont déjà maintenus en Ligue 1 pour la saison prochaine, donc eux entre guillemets ils sont déjà en vacances, ils pourront juste se faire kiffer entre guillemets sur les 4 derniers matchs. Ensuite, on avait Angers-Le Havre, match nul un peu partout entre les deux équipes. Triste 0-0 entre Lille et Nice. Lille en plus qui jouait gros parce qu'en cas de victoire, ils pourraient prendre 3 points d'avance sur Marseille. Donc, enfin 4 points, pardon. Sauf que comme ils ont fait match nul, ils en ont que 2. Donc voilà, bonne chance pour Marseille. Là aussi, Monaco pouvait faire un gros coup. Ils auraient pu passer devant Marseille, sauf qu'ils ont fait 2-2 contre Auxerre. Donc dommage. Victoire de Paris FC 3-1 contre Metz. Metz, on peut le dire, hein, c'est les derniers de Ligue 1. On va voir le classement là aussi après, mais ça sent la Ligue 2, c'est fini pour Metz. Hein. On verra les écarts, mais c'est presque fini. Pareil pour Nantes. Nantes, on pense ça va aller en Ligue 2 aussi, à part d'un miracle, mais c'est très compliqué. En plus, ils jouent que des grosses équipes jusqu'à la fin de saison. Nantes, ils jouent Marseille, ils jouent Rennes. Enfin bref, très compliqué. Donc on peut dire vraiment que là, Metz-Nantes, ça va descendre en Ligue 1 parce qu'ils ont fait du coup un partout contre Brest. Rennes a gagné 3-0 à Strasbourg, ça c'est la grosse surprise quand même. Strasbourg qui s'était qualifié auparavant en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Et pour finir, on avait un Paris Saint-Germain-Lyon, et grosse surprise puisque c'est Lyon qui a gagné 2-1. Donc le Paris Saint-Germain aurait pu prendre beaucoup d'avance sur Lens. Et ben non, du coup cette Ligue 1 s'annonce très très serrée. Donc comme j'ai dit, petit point classement, c'est hyper important. Premier Paris avec 66 points, deuxième Lens avec 62 points, il y a 4 points d'écart. Il y aura un match, comme j'ai dit, Lens-PSG. Si Lens le gagne, ils viendront qu'à 1 point. Ça va être très très serré. Il va falloir absolument qu'ils le gagnent ce match. Lens, ça sera une finale pour eux. Donc 4 points d'écart entre les deux équipes. Ensuite, il y a un trou derrière avec le 3e Lyon, 54 points. Égalité avec Lille, 54 points. 5e Rennes, 53 points. Marseille, 6e, 52 points. Et Monaco, 7e, 50 points. Ça va être très serré entre toutes ces équipes. Donc je rappelle, les 3 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que Marseille doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions. Que ce soit pour les finances, même pour le club. Enfin voilà. Ça va être très compliqué, comme je l'ai dit. Mais ça va être très très serré. Et en bas de classement, comme je l'ai dit, Metz dernier avec 15 points, 17e Nantes avec 20 points et 16e Auxerre qui est le premier qui ne descend pas et à 25 points. Vous vous rendez compte, il y a 10 points d'écart entre Metz et Auxerre à 4 journées de la fin. C'est simplement impossible. Il faut qu'ils gagnent les 4 matchs qui restent, Metz, et il ne faut pas qu'Auxerre gagne un match. Bon, c'est impossible. Metz descend en Ligue 2 et Nantes, on peut dire que c'est presque pareil à part un miracle. Donc ça c'est pour la Ligue 1. Donc c'est ce week-end, il y aura encore une autre journée. Avec, par exemple, ce soir, il y aura un Lens qui jouera à Brest. Et Marseille, notamment, jouera contre Nice. Sera dimanche soir. Et donc, comme j'ai dit, petit point Coupe de France, parce qu'il y avait la Coupe de France cette semaine. C'était les demi-finales Lens-Toulouse contre Nice-Strasbourg. Lens a gagné 4-1 là aussi. Petite stat, Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait, c'est quand même bizarre quand même pour un club comme ça. Donc là, ils sont en finale, ils pourront aller la décrocher. Et ils joueront contre Nice, qui s'est imposé 2-0 contre Strasbourg. Petite surprise quand même, alors que Nice, cette saison, ça va pas bien. Donc voilà, donc la finale ce sera vers le 22 mai, quelque chose comme ça. Lens-Nice au Stade de France, on verra qui remportera la Coupe de France, même si normalement le favori c'est Lens, mais on verra ça. Voilà, moi c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, parfait. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.